Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu, votre guide pour un nouveau numéro d'Histoire guidée. Et aujourd'hui, on va continuer notre exploration du monde viking et notamment parler de leur influence en Europe entre les années 850 et 900. Durant cette période, le phénomène viking va commencer par s'intensifier très violemment avant de muter pour pouvoir s'adapter. La première phase est marquée par des raids mobilisant de plus en plus d'hommes pour atteindre des objectifs de plus en plus juteux. Alors qu'auparavant, les raids vikings, les expéditions étaient menées sur un été, mobilisant 20 à 50 hommes sur des cibles principalement du nord de l'Empire carolingien ou des îles britanniques. Là, on va changer complètement de dimension et les raids vont mobiliser beaucoup plus de soldats, vont être beaucoup plus massifs. Ils vont pouvoir se dérouler sur plusieurs saisons, voire plusieurs années, et donc vont pouvoir atteindre des cibles de plus en plus lointaines, pas encore pillées et extrêmement juteuses. Puis, face à l'inutilité de piller toujours les mêmes cibles et face aux réponses défensives de plus en plus efficaces, les Vikings vont devoir s'adapter. Ils vont alors s'orienter de plus en plus vers de nouvelles méthodes telles que l'exploration et la colonisation de terres nouvelles, ou encore l'établissement et l'assimilation sur des terres qu'ils vont administrer brillamment. Mais pour le découvrir, suivez le guide. À partir des années 840-850, le tâtonnement et les petits raids sont progressivement remplacés par des raids de beaucoup plus grande envergure. Ce qui est d'ailleurs assez logique. Les pouvoirs centraux, ils sont toujours aussi faibles et inefficaces. Ils n'ont absolument aucune flexibilité pour réagir à ces raids éclairs. Et comme en plus, ils sont généralement embourbés dans des guerres internes ou dans des guerres avec leurs voisins, autant dire qu'ils ne sont pas là de déranger nos chers amis venus du Nord. Donc les Vikings, ils peuvent s'en donner à cœur joie. Ils ont commencé à entrevoir les richesses de l'Occident, qui sont entreposées souvent dans des lieux assez mal défendus pour eux. Bon, ils ont l'embarras du choix. Ils ont l'embarras du choix, d'autant plus que, on l'a vu à l'épisode précédent, soit ils pillent directement, soit ils se font payer pour aller piller ailleurs. C'est parfait pour eux, hein, c'est gagnant-gagnant. Et cette situation de gagnant-gagnant, elle va faire que de plus en plus de monde va être attiré. Hein, L'Occident devient le bon plan pour se faire de l'or facile. Et ça va notamment attirer de plus en plus de grands chefs, qu'on appelle Jarls, et qui prennent la tête d'expéditions de plus en plus massives. Dans l'ancien empire carolingien désormais complètement divisé ou dans les îles britanniques morcelées, la pression s'intensifie. Plusieurs bandes importantes s'enfoncent profondément le long des fleuves, des rivières, pour atteindre des endroits qui se pensaient en sécurité loin de la mer. Et alors là, ils vont piller absolument tout, les villes, les villages, les monastères, en fait tout lieu où il y a une quelconque richesse. Les Vikings vont même alors construire des camps à l'embouchure des fleuves comme la Loire ou la Seine pour pouvoir piller sur plusieurs années en passant donc l'hiver dans le camp tranquillement. Ils peuvent ainsi étendre complètement leur champ d'action à des endroits beaucoup plus lointains. Par exemple, on trouve trace d'un raid viking qui part de l'embouchure de la Loire, descend toute la colonne atlantique, puis tout le nord de l'Espagne, les côtes ouest de l'Espagne et du Portugal, attaque au passage Lisbonne, puis poursuit sa route de destruction un peu plus vers le sud, vers Cadix, et puis vers Séville, qu'ils attaquent en remontant le Guadalquivir et qu'ils mettent à sac en 844. Puis entre 859 et 862, suivant la même route, une première expédition viking va réussir à franchir le détroit de Gibraltar. Et ils vont donc pouvoir successivement attaquer les côtes marocaines, la Murcie, les Baléares, puis enfin le sud de la France. Ils vont pouvoir passer l'hiver tranquillement en Camargue et ils vont reprendre leur raid vers Nîmes, vers Arles et une grande partie du sud de la France. Puis l'année suivante, ils vont se diriger vers l'Italie,
vers Pise, puis vers la ville de Luna. Et pour illustrer un peu ce côté rusé, ce côté intelligent des Vikings, et donc éviter le cliché du barbare musclé sans cervelle, laissez-moi vous conter une anecdote sur la mise à sac de la ville de Luna, que les hommes du Nord en fait avaient pris pour Rome, donc ils la désiraient vraiment très très fort. La ville de Luna est extrêmement bien protégée par de hautes murailles, les hommes sont bien en place, enfin, bon. Autant dire que les Vikings se savent strictement incapables de prendre la ville par la force brute. Donc ils vont devoir ruser pour prendre la ville. Et donc il y a un de leurs chefs qui se nomme Astein, désolé pour la prononciation un peu aléatoire. Astein se fait passer pour mort et fait demander à l'évêque de la ville de se faire enterrer comme un chrétien avec tout le cérémonial, la messe, les prêtres, tout ça. Et c'est accepté. Donc la cérémonie se déroule tranquillement, donc on a Astein dans son cercueil, tous les guerriers vikings qui sont venus à l'église, l'évêque espère pouvoir les convertir. Puis soudain, Astein se réveille, sort sa hache, et alors là, c'est le signal pour le début du massacre. C'est une boucherie sans nom. C'est terrible. Il y en a partout. Alors, ils prennent la ville, ils pillent la ville, ça, on s'en doute un peu. Alors, l'anecdote est assez hypothétique. Hein. On n'est vraiment pas sûr, surtout qu'elle est vraiment très, voire trop ressemblante avec l'épisode assez fameux du Cheval de Troie. Ça a un avantage quand même. Cette petite anecdote, ça montre vraiment ce côté rusé, ce côté pragmatique qui est toujours très mis en valeur. Hein, on va toujours chercher un moyen détourné par rapport à un long siège. De toute façon, les Vikings ils ne sont pas équipés pour un siège comme ça, donc on va chercher à ruser et c'est très mis en valeur chez les Vikings. Puis entre les années 860 et 880, le royaume de Francie occidentale connaît une relative accalmie pour deux raisons principales. Tout d'abord, le royaume est totalement exsangue. Il n'y a plus rien à piller à force de s'être fait passer dessus par tout ce que le monde scandinave compte d'aventuriers. La deuxième raison, c'est aussi parce que les Vikings, et donc principalement les Danois et les Norvégiens, sont pas mal occupés en Grande-Bretagne et en Irlande. En fait, on voit les prémices de cette volonté de s'attaquer, voire de s'implanter dans les îles britanniques en Écosse. Dès le tout début du 8e siècle, voire la fin du 8e siècle, des Norvégiens commencent à s'installer, que ce soit donc dans les Orcades ou sur les îles Féroé. En parallèle, ces mêmes Norvégiens prennent le pouvoir sur une partie de l'Irlande. Mais cette conquête, elle est beaucoup plus compliquée que l'installation de simples comptoirs éparses, parce que les Norvégiens sont très désunis et n'hésitent pas à s'entretuer gaiement devant les yeux des autochtones qui sont pas très accueillants, voire franchement hostiles à l'arrivée de ces Norvégiens. Établir des comptoirs commerciaux? Ok. Venir s'implanter vraiment? Mais ça leur plaît moyen. Donc on assiste à une ribambelle interminable de petites guerres entre des coalitions de roitelets irlandais avec certains Norvégiens qui se battent contre d'autres rois irlandais alliés avec d'autres Norvégiens ou même quelques Danois de passage. Enfin, c'est le bordel. Mais les Norvégiens, autant dire que ça les occupe bien. Mais l'événement le plus marquant de cette période et de cette volonté de s'établir solidement sur de nouvelles terres est sans aucun doute l'arrivée de la grande armée viking en Angleterre en 865 et la création ultérieure du Danelaw. Alors, ne vous inquiétez pas, on reviendra un petit peu plus tard sur ce qu'est le Danelaw. Bon, en soi, on parle de grande armée, mais il ne faut pas imaginer des hordes de dizaines de milliers de barbares barbus, musclés, prêts pour la castagne. C'est pas tout à fait ça, on est plutôt sans doute aux alentours de 500 à 1000 vikings qui sont sous le commandement de trois des fils hypothétiques en tout cas de Ragnar Lodbrok selon les légendes, qui s'appellent Ivar Beinlaos ou Alvar le sans os ou le désossé, Ubi et Aldan. Ensemble, ils vont commencer par attaquer deux des royaumes qui se trouvent en Angleterre à l'époque, c'est-à-dire l'East Anglie et la Northumbrie,
soit en gros le nord-est de l'Angleterre, c'est-à-dire la zone habituelle qu'ils attaquent. Et sans trop de problèmes, ils écrasent ces royaumes, toujours ce problème d'union des anglo-saxons. Ils écrasent ces royaumes et prennent notamment le contrôle de terres autour de York, qui va devenir un petit peu leur capitale, leur camp de base. Et donc ils réussissent à prendre une partie de Northumbrie et une partie de l'East Anglie. Et ils vont tuer le roi de Northumbrie, Aelle. Alors selon la légende, pour venger la mort de leur père Ragnar Lodbrok, bon, de façon plus pragmatique et de façon plus honnête, juste parce qu'ils gênaient, hein. Ils voulaient prendre ces terres, donc ils gênaient, donc hop. Et donc selon la légende, ils le tuent de façon particulièrement brutale. Ils pratiquent un rite qui s'appelle l'aigle de sang. Alors, c'est très très incertain, l'aigle de sang, mais en gros ça consiste à attacher un homme par derrière, de lui exciser les côtes, de lui enlever toute la peau autour des côtes, de lui retourner les côtes et d'arracher ses poumons à l'intérieur pour les déployer sur les côtes, pour faire comme des ailes, comme sur un aigle hein, en l'occurrence. Bon, ça c'est très très charmant, hein, mais c'est aussi très très fantaisiste. On est très 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 peu certain que cette pratique ait existé, et en tout cas certainement pas dans ce cas-là. Par contre, il y a une chose d'absolument certain, c'est qu'ils vont prélever des sommes astronomiques, donc les Dangelt, sur les terres aux alentours, tout en restant sur leur zone de contrôle de York. Quelques années plus tard, en 869, deux des fils, Ivar et Ubi, repartent à l'assaut de l'East Anglie, qu'ils cette fois soumettent réellement et occupent totalement. Évidemment, comme dans le cas précédent, l'ancien roi, qui s'appelait Saint Edmond, est tué par les Vikings. Alors, on n'est pas tout à fait sûr. Peut-être immolé, probablement plutôt percé de flèches. Enfin, dans tous les cas, ça reste un peu brutal. Mais enfin, on n'est quand même pas tout à fait dans un monde où on est là pour cueillir des pâquerettes. Hein. Et c'est vrai dans tous les camps, hein, que ce soit donc les Vikings, mais aussi c'est vrai pour les Francs ou pour les Anglo-Saxons. On peut se montrer un peu brutal parfois. L'année suivante, en 870, l'autre frère, Halfdan, tente lui d'envahir le Wessex, qui est un petit peu plus au sud, qui est un des grands royaumes un petit peu plus au sud, un des deux derniers grands royaumes purement anglo-saxons. Et cette fois, il tombe sur un os, un vrai os, qui s'appelle Alfred le Grand, le roi de Wessex, qui le contient puis réussit à le vaincre. Quelques années passent et on reste toujours dans cette situation où on a les Vikings autour du royaume de York qui continuent à recevoir des renforts progressivement. Et au sud, le royaume de Wessex qui reste puissant, libre et purement anglo-saxon. En 874, la grande armée, donc, qui continue à être renforcée, va réussir à attaquer et à prendre la Mercie, ou en tout cas la plus grande partie de la Mercie. Ainsi, on se retrouve dans une situation où seul le Wessex, qui a réussi à agglomérer et à unifier une grande partie des peuples anglo-saxons, résiste encore et toujours à l'envahisseur. Mais les Danois vont se diviser. En fait, il y aura même certains Norvégiens qui vont mettre leur grain de sel. Enfin, ça va vraiment commencer à basculer dans beaucoup de querelles. Et se diviser d'un point de vue militaire, c'est rarement une très bonne idée. Et spoiler, ça va pas très bien se finir. Une partie des troupes va suivre Halfdan et va s'établir en Northumbrie et occupera le royaume de York, tandis que l'autre partie va s'établir un peu plus au sud, essentiellement en East Anglie. L'ensemble des trois anciens grands royaumes anglo-saxons, Northumbrie, East Anglie et Mercie, qui est donc en grande partie sous contrôle viking, va former ce qu'on appelle le Danelaw. Littéralement, ça veut dire le territoire qui est soumis à la loi danoise. Puis progressivement, en suivant les années, de plus en plus de vikings, de scandinaves, vont partir en expédition et vont venir s'installer. Ils vont vraiment réellement coloniser, presque, en tout cas, ils vont vraiment s'installer durablement dans le Danelaw et vont parfaitement s'y intégrer. En 878, Guthrum, qui en veut toujours plus, tente une nouvelle attaque vers le Wessex d'Alfred le Grand. Mais le roi saxon réussit à réunir une bonne partie des anglo-saxons
et il bat sévèrement les Danois à la bataille d'Edington. Guthrum est forcé de se convertir au christianisme et la situation se calme un petit peu, même si les souverains du Wessex vont continuer pendant de longues années à faire une petite guerre d'escarmouches, une guerre d'usure, pour grappiller progressivement des terres et réussir parfaitement à conserver les leurs. Du côté du Danelaw, on continue encore et toujours la colonisation, mais les divisions restent très très fortes. Les guerres intestines sont très fréquentes, que ce soit entre les différents royaumes, que ce soit les Norvégiens qui viennent d'Irlande qui veulent leur part du butin. C'est vraiment une atmosphère très 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 lourde de guerre intestine. Et le pouvoir donc est très instable. Ainsi, un roi du Danelaw règne en moyenne 5 ans sur la soixantaine d'années d'existence du royaume. Et encore, ces rois, ils sont très loin d'avoir tous les pouvoirs et ils sont très loin de pouvoir asseoir une réelle autorité. Alors cette fin du 9e siècle et ce début du 10e siècle est marquée par une colonisation ou au moins une installation relativement profonde des Vikings sur les terres qu'ils ont choisies. Alors on va retrouver notamment les îles de la mer du Nord, les côtes irlandaises, le nord-est de l'Angleterre, et ils vont réussir à parfaitement s'intégrer et se mêler sans difficulté aux populations locales. Grâce à des traits de caractère qui sont assez sous-estimés mais qui sont extrêmement importants pour les Vikings, le pragmatisme et la faculté d'adaptation. On va retrouver aussi ces caractéristiques dans d'autres endroits, notamment en Russie et en Normandie. En Russie, par exemple, les Suédois, après une phase où ils sont vus plutôt comme des marchands qui naviguent en direction du sud pour commercer avec les Slaves, les Byzantins, les Turcs, les Arabes, voire même être en contact avec les routes de la soie venant de Chine, vont réussir à s'intégrer et s'installer en Russie. Ces Varegs, donc ça c'est le nom des Vikings quand ils sont à l'est, s'implantent durablement pour former deux États qu'on appelle Russes. On va retrouver la Russe de Novgorod au nord et la Russe de Kiev au sud. Alors évidemment, les Suédois ils sont beaucoup trop peu nombreux pour une réelle conquête. La Russie est tellement immense, il y a tellement de peuples slaves qu'ils ne peuvent pas les conquérir directement. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer des États où ils vont être à leur tête, même si ces États sont à majorité slave, les élites, les chefs seront suédois. Ils vont notamment créer des systèmes de loi, une administration efficace, puis en l'espace de 3 générations, ces Suédois vont se slaviser, vont devenir comme des Slaves, et vont laisser finalement que peu de traces purement scandinaves. En Normandie, l'intégration et l'adaptation seront également parfaitement réalisées, mais ça nous y reviendrons ultérieurement dans un cadre un petit peu différent. Toutefois, c'est dans l'Atlantique Nord que l'on perçoit le mieux cette capacité de création de nouveaux États scandinaves, notamment au travers de la colonisation. Aux alentours de l'an 800, des Norvégiens vont arriver dans les îles Féroé, littéralement, c'est-à-dire l'île aux moutons, vont commencer à s'y établir, mais aussi au contact d'Irlandais, en Irlande, ils vont apprendre l'existence d'une île un petit peu plus au nord-ouest, qui est habitée par quelques ermites. Et alors ça, pour des Vikings qui sont toujours à la recherche de nouvelles opportunités, de nouvelles terres, de nouveaux ports, c'est génial, c'est parfait. Ils commencent à explorer l'île et qu'ils vont très rapidement nommer Islande. Islande, ça veut dire l'île aux glaces. Ah, c'est pas super vendeur et ça, ils vont s'en souvenir pour la suite. Mais peu importe, le Viking est plutôt aventureux et donc, on y va, on va aller explorer et coloniser cette Islande, cette île des glaces. Donc, les premiers colons vont commencer à arriver dans les années 870 et puis cette colonisation va s'intensifier, va progresser jusque dans les années
930 où toutes les terres vont être occupées, les lois vont être parfaitement établies, le gouvernement parfaitement installé. Et enfin, donc, dans les années 930, on comptera 35 000 personnes environ qui vivent sur cette Islande. Cette société est assez composite, c'est un melting pot où on va retrouver beaucoup de Celtes irlandais ou pas mal aussi de Scandinaves, notamment des Norvégiens. Cette cinquantaine d'années de la fin du IXe siècle est un tournant véritablement important pour les Scandinaves. Dans un premier temps, les raids se sont intensifiés, à la fois en nombre de raids, en nombre de participants, en termes de champ d'action. C'était vraiment très très important. Puis à partir des années 860-870, les Vikings et donc notamment les Danois vont entreprendre la conquête de l'Angleterre, au moins d'une partie d'entre elles, et vont réussir à créer un royaume, le Danelaw, qui même s'il est fragile, l'établissement des Scandinaves sur l'île est réel et profonde. Du côté norvégien, après des difficultés un petit peu en Irlande, l'or est à l'exploration et à la colonisation dans l'Atlantique Nord et notamment en Islande. Et enfin, du côté suédois, à l'est, ils gardent leur caractère de marchands un petit peu plus longtemps, mais grâce à leur talent d'administrateurs et de législateurs, réussir à fonder des États, les Russes, qui donneront bien plus tard la matrice de la Russie actuelle. Après cette période de règne massif et d'établissement aux quatre coins de la chrétienté, la période suivante, entre les années 900 et 980 approximativement, accordera un certain répit à l'Europe, mais permettra aussi aux Scandinaves de consolider leurs établissements. Mais ça, c'est une autre histoire. On y reviendra dans un prochain numéro. Et voilà pour ce numéro-ci, ce deuxième épisode de la mini-série consacrée aux Vikings. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère avoir pu vous divertir, vous avoir appris 2-3 petites choses. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Portez-vous bien. Bye!